Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. 2022 et comme je vous le disais, nos équipes se sont rendues hier à Terre-de-Haut qui a subi pas mal de dégâts suite au passage de la tempête tropicale Fiona. Comme la Guadeloupe continentale, les Saintois ont été vraiment surpris par le niveau de l'eau, du jamais vu pour les riverains qui remettent en question l'écoulement des eaux pluviales. Regardez. C'est un bilan catastrophique comme la Guadeloupe, mais on a eu de la chance de ne pas être aussi impacté que la Guadeloupe, car en fait, on a beaucoup moins de routes goudronnées, ce sont les routes béton qui ont tenu. Et puis le déferlement de cailloux, de gros rochers qui se sont produits sur l'avant était facile à ramasser grâce à des engins mécaniques, ce qui fait qu'on a pu déboucher assez rapidement les canaux. Côté case, on était plein de l'eau. T'es inondé et dans des dépôts là, ça rentre dans des dépôts nous. Et on est obligé de tirer ça avec des seaux. Depuis à 2h moins de quart, on levé, on a tiré de l'eau avec un seau. On a 3 personnes qui ont tiré de l'eau. Marigot a été très impacté par beaucoup d'eau, des volumes de considérables car la mer est à un certain niveau de hauteur et ça empêchait à l'eau de s'écouler sur la mer à Marigot. C'était de l'eau à ce stade-là, de l'eau à la gendarmerie, tout ça a descendu dans le même canal là. Et de l'eau à Monna par côté Eugène. Alors tout ça a sorti là et ça a fait un seul machin comme une seule sortie d'eau. Sur ce niveau-là, une seule sortie de l'eau. Et la marée était haut. Alors de là, pas dégagé assez quoi. Je pense que pour tout le monde, on a tous été étonnés. On n'a jamais vu ça autant de pluie pendant toute une nuit comme ça. C'était impressionnant. Dès qu'il pleut, dès qu'il y a des fortes pluies, je suis balayée par des coulées de boue. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant. Inondations, cuisine dépôt, perte de marchandises, pas mal de bouffe partout. Il y a des fois des cyclones qui passent avec plein de vent. Les scènes passent bien, mais là avec l'eau, on n'est pas tout à fait prêt, quoi, parce qu'il y a d'autres endroits des murs sont tombés, il y a des endroits les routes ont été bouchées. Ça veut dire qu'il faut qu'on voit pour l'avenir, pour l'eau, parce que le vent, on est déjà habitué. Mais pour tout ça d'eau, on n'est pas prêt, quoi. Si la seule à ne pas prendre de l'eau, c'est dans sa maman et garçon ne pas prendre de l'eau. De toutes cas, ont été inondés. Parce que c'est de l'eau qui a tiré, avec balai, avec raclette, fait de l'eau sortir en bagarre de là. Après, en bagarre de là, fait de l'eau sortir. Mais c'est la première fois dans le vie, on fait de l'eau qu'on a terre de haut. À quel moment il est tombé, le mur là? Le mur là tombé vers les 2h du matin. 2h30 du matin. Parce que moi, les garçons, moi, nous étions dans ce cuisine-là. Nous tenons des autres dans ce chemin-là. On a vu qu'il y a des plages comme Figuier qui ont quand même été défigurées. Il était très impacté parce qu'il y a eu un déferlement d'eau depuis les collines avoisinantes, ce qui fait que ça a creusé le sable, ça a fait des canyons, ainsi que la partie droite, quand on regarde la mer de face à Figuier, la partie droite a été beaucoup endommagée par la chute d'eau, la fameuse chute d'eau du Chameau, qui était comme une des chutes de Capesterre. C'était énorme à voir. C'était un volume d'eau considérable, ce qui fait que ça a creusé la plage et que ça a créé tous ces canyons qu'il y a sur la plage. Et il y a des gens qui ont perdu le lit, tout ce qu'ils avaient, quoi, tout aménagement dans une maison. Tu vois, moi, j'ai pas connu ça. Au chantier, j'ai pas de perte, quoi. J'ai juste les machines qui ont pris de l'eau qu'on a réparées. Je dis merci, continue. Parce que c'était pas facile, quoi. Et Dieu merci quand même, on arrive à s'en sortir. Et on apprend à l'instant que la passerelle piétonne qui est située sous le pont du Galion à Basse-Terre, eh bien, elle s'est effondrée. On a quand même un bilan assez léger, heureusement. 4 victimes, 3 légèrement blessées et une qui a quand même été... une qui est indemne. Merci, c'est bien. C'est très très bien. Donc les pompiers sont en intervention justement donc au niveau de la passerelle piétonne qui est sous le pont du Galion. Je le répète, qui s'est effondrée.
Le ministre de l'Outre-mer est de passage pour une visite éclair post-catastrophe. Visiblement, il devra faire très attention demain puisqu'il sera dans le sud Basse-Terre et s'il y a des édifices qui cèdent, c'est un peu compliqué. En tout cas, il est venu dire l'affection de la nation pour la Guadeloupe, mais surtout annoncer des mesures visant à reconstruire les zones sinistrées et indemniser les victimes. L'arrêté de catastrophe naturelle devrait être publié au journal officiel avant samedi, selon ses dires. Pour les producteurs de bananes, il entend déclencher le POSEI et mobiliser le fonds spécial Outre-mer. Par ailleurs, Jean-François Carinco entend profiter du drame qui touche la Guadeloupe pour accélérer le dossier de l'eau. Le reportage. C'est pas les meilleures conditions. J'étais venu une première fois juste dire bonjour, par respect pour ce pays. Et là, je reviens dans des conditions difficiles, qui n'empêche pas que je reviendrai pour travailler, passer une semaine, dès que c'est possible, puisque je rentre là de Nouméa par ailleurs. D'abord, une pensée pour la personne décédée, sa famille. C'est un miracle qu'il n'y en ait eu qu'une, compte tenu de la force des éléments. Voilà. Le président de la République, le Premier ministre, Darmanin, tout le monde s'est mobilisé. Ils m'ont dit, Monsieur le ministre, à vous d'y aller pour dire très publiquement, très fortement l'affection de la nation à la Guadeloupe au moment où elle souffre. Il est important que quand il y a un accident de la vie, que toute la République manifeste envers ses enfants, ses compatriotes, qu'elle est là. La bonne nouvelle, je vais en donner qu'une aujourd'hui, c'est que l'arrêté de catastrophe naturelle sera publié au JO, en tout cas avant samedi. On m'a dit vendredi, mais je prends un petit... Vous m'engueuleriez tous si jamais j'avais 24 heures de retard, ce qui ne change rien, mais donc je prends une marge de sécurité. Ce qu'on en parlait avec Diosdar dans l'avion, ce qui est exceptionnel, exceptionnel. Alors on aura le temps de voir l'ensemble des mesures. Au-delà du soutien du gouvernement que je représente ici, il m'importe de voir avec les élus ce dont on a besoin. Vous avez des problèmes d'eau. Un certain nombre qui sont de ce côté-là, des nitros, n'ont pas d'eau chez eux. Vous avez des problèmes de route. Vous avez des problèmes de route. Vous avez des problèmes d'eau immédiats, mais ça met en avant un problème du SMEAG et des canalisations. Et finalement, peut-être que ça va nous permettre d'avancer plus vite. Ça va nous permettre d'avancer plus vite, et c'est quelque chose. Et le problème du relogement, et ça ne m'a pas étonné quand on m'a dit il n'y a pas beaucoup de problèmes de logement immédiat parce que les Guadeloupéens, ils vont chez la famille qui les accueille. C'est pas comme ça à Paris. Donc, on va faire pour les producteurs de bananes, faire en sorte de déclencher la clause exceptionnelle du POSEI pour qu'ils y aient droit, même si la production n'est pas là. Ça devient une aide à la survie. Le fonds spécial Outre-mer sera activé. Je ne vais pas tout dire parce que je vais en parler aux élus. Une vraie mobilisation, avec peut-être un merci particulier, parce que j'ai beaucoup travaillé à son existence, à son arrivée ici, au RSMA, qui, je pense, les jeunes Guadeloupéens qui sont là, ont fait le job pour aller nettoyer, pour aller donner la main, pour aller, voilà. Et à quelque chose, peut-être, si on peut dire quelque chose malheur et bon, faut pas raisonner comme ça d'habitude, mais au point où la cata qui est là, avec les inondations, fait que ça nous pousse à agir vite et mieux. Et on a un certain nombre de mesures dont je vais parler avec le président du SMEAG, avec le président Chalus, avec le président du département, pour qu'enfin on avance. Voilà. Et en attendant cela, plusieurs centaines de personnes sont sinistrées et ont perdu la totalité de leurs biens. Elles attendent avec impatience la reconnaissance effective de l'état de catastrophe naturelle. Ce dernier déclenche des garanties auprès des assurances qui, dans la foulée, pourront effectuer les versements. Pour les personnes non assurées, il vous faudra vous tourner vers votre mairie pour disposer du fonds de secours. On fait le point avec Valentin Marié, vice-président du comité des assureurs anti-Guyane. Comme je le disais, il y a une dizaine de jours pour effectuer la déclaration, sachant que, comme pour les précédents événements qu'il y a eu lieu sur la zone anti-Guyane, quasiment tous les assureurs ont reporté ce délai. Donc, je n'ai pas encore le détail de qui, mais la majorité des assureurs reportent ce délai. Et pour la partie indemnisation, c'est pareil, il y a des délais légaux.
mais qu'on va essayer de raccourcir au maximum. Dans les 2 premiers mois, il doit y avoir une provision minimum sur les travaux, réparations, etc. à effectuer. Et donc on a 3 mois au maximum pour régler. Sachant que bien entendu, le maximum est fait pour être bien antérieur à l'ensemble de ces délais. De la même façon que si des personnes ont besoin en urgence d'effectuer des réparations pour éviter des dégâts des eaux plus importants, etc. Bien entendu, elles peuvent effectuer ces réparations en conservant, bien entendu, les factures et les photographies permettant de justifier les sinistres. Beaucoup de sinistrés, malheureusement. Les premières démarches à effectuer sont pour les personnes de sauvegarder au maximum ce qui peut l'être, donc mettre en place des mesures de protection, et bien entendu prendre un maximum de photos, vidéos, afin de pouvoir effectuer leur déclaration d'assurance auprès de leur assureur dès que possible, donc, même s'il y a des délais légaux qui sont de 10 jours en cas de déclenchement de la catastrophe naturelle, pour laquelle nous attendons pour l'instant la validation et parution auprès du journal officiel en fonction des différentes communes qui sont touchées. L'état de catastrophe naturelle permet le déclenchement de certaines garanties, je pense notamment garanties en cas de glissement de terrain, qui sont elles déclenchées en cas de catastrophe naturelle. Donc là, chaque commune doit en faire la demande. Sur le site de la préfecture d'ailleurs de Guadeloupe, il y a un lien direct pour les communes afin qu'elles puissent effectuer la demande de façon facilitée. Ça permet effectivement de déclencher des garanties complémentaires qui ne sont pas initialement acquises au sein des contrats sans le déclenchement de la catastrophe naturelle, en l'occurrence pour toutes les personnes assurées, d'où l'intérêt effectivement d'être assuré. Pour celles qui ne le sont pas, en revanche, il faudra se rendre auprès des mairies pour effectuer une demande auprès du Fonds de secours de l'Outre-mer. Une interview signée Maxime Morel. Et depuis dimanche, des jeunes du RSMA aident la population au nettoyage des habitations et zones sinistrées. Le reste en images. Depuis dimanche, on a été mis sur le pied d'œuvre suite à la demande de concours préfectoral. Le régiment a su se montrer très réactif puisqu'il a mis de suite en œuvre les matériels majeurs du régiment, c'est-à-dire tous les matériels de travaux publics, engins comme engénistes, et donc une section légère d'intervention, donc principalement constituée d'hommes. Donc en fait, effectivement, on a pu arriver sur ce site dans les plus brefs délais. Et effectivement, vu cette tragédie, en fait, on a pu apporter notre soutien à la population immédiatement. Et l'avantage que j'y vois là-dedans, c'est que les jeunes, au-delà de leur formation professionnelle, ont pu vivre une action au-delà de l'opérationnel, puisqu'en fait, c'est bien la mise en pratique de leurs connaissances qui a été mise sur le terrain. Et c'est en adéquation aussi avec la tenue de l'uniforme, puisqu'en fait, au travers de l'action menée dans le cadre de la citoyenneté, en fait, on est tout à fait dans le cadre de ce que fait le RSMA. Donc là, on est à 23 hommes sur le terrain, principalement constitués de cadres et beaucoup de jeunes qui sont actuellement en formation dans nos murs. Et j'insiste lourdement, en plus, sous les yeux de la population, j'espère que ça donnera aussi l'envie à d'autres jeunes de venir suivre, au-delà d'une formation professionnelle, une très belle aventure. Là, on mène une action particulière puisqu'en fait, cette personne est handicapée et elle sortira de l'EHPAD vendredi. Donc derrière tout ça, il y a aussi une action sociale où ils ont pour mission de remeubler le logement. Et pour ce faire, en fait, on nous a demandé à ce qu'on nettoie tout ça pour que la personne puisse revenir vivre dans son domicile dès vendredi. Je suis la fille de Madame Césaire Gédéon, c'est ma mère, c'est elle qui a tout perdu. Et puis elle est chez son frère, je suis en train de, comment on dit, superviser, de regarder parce qu'elle ne peut pas être là. Et puis elle est très, ça l'a très affectée, quoi. Vous savez, plus on a des renforts, c'est bien parce que tout petit mec qu'on peut avoir, c'est bien. Ça nous a vraiment aidé énormément parce que, surtout ici, là, j'étais au moins, quand j'étais debout et je voyais le toit. Alors, c'est qu'il y avait du sable de partout. Et ça nous a... Vous voyez, vous avez vu la rue parce que c'était impraticable. Et là, maintenant, on peut circuler et tout. Ils nous ont apporté... Beaucoup d'aide même. On se rend maintenant au village de bord de mer de Capesterre-Belle-Eau qui a également subi de gros dégâts. Alors pour permettre aux artisans de pallier à quelques dépenses urgentes, la Chambre des métiers débloque une aide immédiate de 1 500 €. Regardez.
Voir ça à la télévision et le voir de visu, c'est des choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes. Aujourd'hui, on se rend compte de l'ampleur des dégâts. C'est vrai, nous sommes, à l'instant T, je vous parle, nous sommes dans la zone artisanale de Cap-Esther, derrière la mairie. Eh bien, tout a été dévasté. Hein. Donc, nous sommes avec un artisan qui a tout perdu. Mais nous leur disons de ne pas se décourager. Leur chambre de métier est à leur côté. Et tout artisan qui sera touché par Fiona, eh bien, l'aide d'urgence de 1 500 € sera tout de suite débloquée. Et après, nous allons les aider à monter les dossiers pour pouvoir récupérer, capter tous les autres fonds au niveau de la Sécu, au niveau de la région, pour pouvoir les aider à relancer leur activité professionnelle. L'aide que la Chambre de métier effectivement met en place pour accompagner donc, les sinistrés dans le cadre de l'épisode qu'on a vécu récemment, c'est le fonds de calamité des catastrophes naturelles du réseau des chambres de métier. Donc en fait, c'est une aide d'urgence, donc c'est un fonds d'urgence qu'on mobilise, c'est une aide d'urgence pour accompagner les artisans, leur permettre effectivement de faire une remise en état assez rapide de leur exploitation. Donc la moindre des choses, c'est que de trouver des partenaires, par exemple comme vous, la Chambre des métiers, je trouve ça super aujourd'hui quand vous faites le déplacement vers les commerçants et surtout se déplacer, parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer. Donc quand vous venez vers nous, on trouve ça super et on arrive quand même à bloquer et surtout et à avoir une direction à prendre. Tous les artisans inscrits au répertoire des métiers ont droit effectivement à faire cette demande d'intervention de ce fonds d'urgence et quelle que soit leur situation assurantielle. Donc en fait, on ne va pas regarder pour traiter les dossiers la situation assurantielle des entreprises, ni effectivement leur situation administrative vis-à-vis effectivement des charges fiscales ou sociales. Voilà. Donc en fait, tout artisan sinistré doit faire sa demande et se rapprocher de nos services auprès de la Chambre de métier. Retour sur la rencontre entre l'UGTG et le nouveau directeur du CHU de Pointe-à-Pitre. Les deux parties ont abordé le dispositif de sortie de crise envisagé par le gouvernement, la réintégration et le paiement des salaires non versés, mais aussi le transfert vers le nouvel établissement. On écoute Gabi Clavier. Eh bien, nous, côté nouveau directeur CHU, on peut encore rappeler, depuis 12 mois, nous avons des discussions avec mon directeur. Qui directait à l'ARS, qui directait à CHU, qui directait à Bastet, qui directait tous les directeurs des établissements publics et privés, tous les chefs d'établissement qui prennent des décisions de suspension illégale, sauvages contre les soignants et qui entraînaient ces établissements dans de grosses difficultés. Donc, nouveau directeur à la ville, certainement avant un mandat supplémentaire, puisque nous comptons hier. Donc, discussion franche et ouverte, nous dit quatre vérités en nous avons pensé si vaccin-là, si ça y a fait nous, mais surtout si conséquences en telle violence, si vie à les soignants, mais également si vie à la population en matière sanitaire. Donc, effectivement, il confirme nous qu'il y a un processus de sortie de crise qui est nettoyé étape. Première étape là-bas, d'abord, c'est confirmation à orientation à l'État. Donc, dans le débat qui est en discussion, qui est en train de faire au niveau des différents ministères de la Santé et des Outre-mer, pour voir qui est une solution de sortie de crise qu'on va proposer nous. Deuxième item, nous disons comme ça que la solution de sortie de crise est singulièrement pour le CHU par réintégration et paiement à tout salaire personnel là, parce que toutes les décisions qui prennent au CHU, c'est des décisions qui frappent d'inégalité. Donc, là, pas de débat. Une troisième disposition qui est fondamentale pour nous, nous dit qu'on s'en allez faire l'hôpital à Roupati. Ils ont cassé personnel, ils ont cassé structure là, ils ont cassé rapport à mon confiance que mon tenu dans le soin hospitalier. Donc cela nous une défiance organisée qui fait pour régler. Et donc d'autant que nous avons un gros impératif à transfert vers un nouvel établissement là. Ça va passer nécessairement par remise en place de nouveaux rapports sociaux, de nouveaux respect à droit à les salariés, droit à les malades, qu'on a déjà commencé avec Otelon, commencé à faire avec Otelon, avant était bien évidemment faire la soldat. Et donc c'est rendez-vous là ça que nous prenons veille. Il n'y a fixé nos calendriers des discussions de négociation. Il y a une directive définitive à l'État, mais nous pouvons encore une fois rencontrer pour régler tous ces problèmes-là, problème de fonctionnement de l'hôpital, problème de gestion du personnel, problème de l'organisation du travail, problème d'équipement, problème de matériel et problème surtout la perspective à nouvel établissement là. Et ça, c'est impératif que nous fassions aujourd'hui là, parce qu'encore une fois, l'économie, ça suffit. Qui en termes juridiques, qui en termes d'organisation des soins, qui en termes de qualité de vie au travail, ça suffit. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'Alzheimer. Et pour cette édition, les professionnels de santé prennent la maladie à contre-pied et décident d'en rire. Regardez. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale d'Alzheimer.
Par contre, on a voulu faire cette année une journée mondiale festive. L'Alzheimer, c'est la maladie de l'oubli. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, hélas, finissent par oublier ce qu'elles faisaient il y a quelques minutes. Et plus on avance dans la maladie, plus on ira dans de l'oubli plus lointain. C'est-à-dire qu'elle finira par ne plus reconnaître sa famille, etc. quoi. On vit de la maladie d'Alzheimer. Maintenant tout dépend de savoir ce qu'on met en place pour essayer de vivre le plus longtemps possible. Parce qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie évolutive. Il n'y a pas de guérison possible aujourd'hui. Par contre, on arrive à la freiner. Et arriver à la freiner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, même si elle est malade d'Alzheimer, elle a encore des capacités et qu'il faut essayer de faire marcher le plus longtemps ces capacités restantes. Donc c'est pour ça que, par exemple, il y a en Guadeloupe des accueils de jour. Ces accueils de jour vont accueillir les malades d'Alzheimer. Ils vont faire des activités cognitives, mais en même temps, ça va permettre à l'aidant familial de pouvoir vaquer à ses occupations, puisque cette personne sera placée dans une institution qui va s'occuper d'elle. Un Alzheimer ou plus ou moins les personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs, qui sont très souvent diagnostiquées par le gériatre, le neurologue ou autre, c'est tout simplement une personne qui est différente, si on peut dire ça comme ça, qui commence à avoir des troubles de la mémoire, qui commence à avoir des comportements plus ou moins inadaptés qu'habituellement. Et du coup, nous intervenons au domicile justement pour ralentir cette maladie en partenariat avec l'ergothérapeute, en collaboration plus ou moins. Et du coup, c'est grâce à elle que nous mettons en place des plans de soins pour pouvoir justement ralentir cette maladie. Oui, on peut vivre avec, le but étant de maintenir le plus possible l'autonomie, donc par toutes les activités qu'on va proposer, par l'analyse un petit peu du domicile, voir le comportement de la personne dans son environnement, va nous permettre en fait de mettre en place des aides et des activités pour justement que la maladie impacte un peu moins le quotidien. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie que je connais personnellement puisque ma grand-mère a été atteinte de cette maladie. C'est une maladie qui l'a emportée d'ailleurs. Donc je connais la souffrance des familles et je connais les difficultés auxquelles elles font preuve. Donc voilà, je suis là aussi pour ça, parler de mon expérience et voilà, témoigner et apporter un peu de soutien. C'est important parce que c'est une maladie qui est restée liée à une forme de démence, il y a eu beaucoup de méconnaissances. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent vous écouter, qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider. Donc voilà, il faut faire la démarche, il ne faut pas avoir honte, j'ai envie de dire entre guillemets. C'est important de franchir le cap. Et voilà, France Alzheimer Guadeloupe est là pour ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.